Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 16 septembre 2024. Alors aujourd'hui, on va faire un petit point sur l'agenda de la semaine, avec notamment le point d'orgue. Ce sera évidemment la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. On va faire un petit point aussi également sur les matières premières. Puis on verra les grosses variations d'actions et la tendance que prend le marché en cette rentrée, avec aussi les décisions qui vont être prises donc pour les taux et la croissance à venir pour relancer un peu l'économie. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Avant de commencer donc par les matières premières, on va faire l'agenda de la semaine avec les chiffres macro qui vont tomber et qui vont à chaque fois influencer le sens des marchés et apporter un peu de volatilité. La volatilité, c'est les gros écarts, c'est les grosses variations à la hausse comme à la baisse avant de chercher un peu une tendance un peu plus forte. On aura notamment demain les ventes au détail aux États-Unis à 14h30. Donc pour voir un peu la santé de l'économie américaine, du pouvoir d'achat un peu des ménages plutôt. Et on aura à 15h15 la production industrielle aux États-Unis. Le lendemain, mercredi, on aura l'IPC en Europe. Donc on vise les 2,2 à l'année. Donc à la globalité, au niveau de tous les pays européens, on est toujours au-dessus de 2%. On sait qu'en France, en Allemagne, on est en dessous. Mais en Europe, on est toujours un petit peu au-dessus. Donc à voir si ce sera bien 2,2 ou si on est peut-être un peu au-dessus ou un peu en dessous. Là aussi, ça peut faire varier les marchés s'il y a un petit décalage. Et surtout à 20h, donc c'est ça, mercredi 18 à 20h, on aura la décision de la Banque fédérale américaine, la Fed, sur ces taux d'intérêt. Ils sont actuellement à 5,50. Ce serait pour les baisser de 0,25 ou de 0,50. A priori, peut-être plus 0,25, on verra. 0,50, ça pourrait être vu comme peut-être une panique un peu sur les marchés, mais on a d'un autre côté, on a peut-être un peu trop attendu aussi pour les baisser. Il faudrait quand même mettre un gros impact parce qu'on est monté haut et puis ça fait un moment qu'on est à 5,50. Ça fait trop longtemps qu'on est à 5,50, donc maintenant il faudrait quand même rebaisser un peu pour permettre aux banques, aux sociétés de se désendetter, d'investir un peu plus pour relancer la machine parce que là, l'économie tourne un peu au ralenti depuis un moment. Donc ce sera ça, le chiffre, 0,25, 0,50, et le discours qui va nous en dire plus sur à la fois la santé de l'économie, comment elle est vue par la Banque fédérale, et la visibilité qu'on a sur l'économie américaine. Toujours aussi à regarder avec les chiffres qui sont donnés régulièrement par les entreprises. Ça aussi, c'est un indicateur. Outre les chiffres macroéconomiques, les résultats des entreprises, forcément, ça donne un bon indice. Et puis, jeudi, on aura, comme d'habitude, inscription hebdomadaire au chômage à 14h30 et l'indice Fed de Philadelphie, un indice assez important. Et vendredi, ce sera pas très important. Au niveau des résultats, on a actuellement, alors ce soir, normalement, Hoffman, Green Cement, mais qui a un peu de mal. On va juste les regarder. On va faire juste les petites actions qui donnent des résultats. On a cassé malheureusement les 8,88 sur Hoffman. C'est une zone bien rachetée qu'on a retesté, qu'on a cassé dernièrement, là. Le 10 et 11 septembre. Là, c'est quand même un signal assez négatif parce qu'on était déjà en dessous de la moyenne à 200 qui coïncidait avant avec les 8,88. On casse la moyenne à 200, on casse le support. À voir si les résultats vont être rachetés rapidement ou pas. Mais le problème, c'est ce ralentissement économique. Forcément, quand on est dans la construction avec les ciments bas carbone, c'est plutôt une bonne chose. C'est une petite valeur, mais qui va se développer avec des contrats, notamment avec des gros pour des royalties, notamment sur leur système de fabrication de ciment bas carbone. Il faut que la construction et tout le secteur de la construction se remettent un peu en marche et commence à avoir de la croissance. Sinon, il n'y a pas de contrat. Et Hoffman, ils vont rester à ce niveau-là assez bas. Donc à surveiller un peu tout le secteur construction. Et le jour où ça repart, cette valeur-là, notamment, devrait pouvoir en profiter, sauf si elle a été mise sous pression trop longtemps. Comme c'est une petite valeur, elle n'a pas forcément une grosse visibilité, elle n'a pas forcément une grosse trésorerie. C'est le risque
actuellement sur des petites valeurs, mais avec la baisse des taux et peut-être la relance de l'économie, on peut espérer peut-être un rebond intéressant avec cette fameuse reprise sur le secteur construction. Demain, on aura Fermentalg. Mercredi, on aura notamment Advicen et Arcure. Jeudi, on aura Adocia, Boiron, Genfit, Calray, Mat Pharma. Alors Calray, ce sera soit pour une résurrection, soit pour un enterrement, hein, parce que on va les voir rapidement. Malheureusement, ils avaient déjà renoncé à un achat qu'ils avaient prévu, dû notamment à la faiblesse de leur économie, hein, et de leur trésorerie, parce que ils sont largement sous pression depuis le ralentissement du secteur des semi-conducteurs. Et là, bah, on n'arrête pas de chuter depuis cet été. On passe d'un cours à 17 à un cours à 2, avec des volumes énormes. Ça sent le chaos sur Calray. Donc on aura les résultats jeudi 19, je crois que c'est après bourse. Est-ce qu'ils vont nous sortir quelque chose de bon? Mais généralement, quand on voit ce genre de graphe, c'est très inquiétant. Et ça ressemble plutôt à un enterrement pour Calray. Alors, à voir s'ils vont se sauver avec peut-être une augmentation de capital, des émissions d'obligations, auquel cas la dilution elle sera encore plus importante. Mais là, pour ceux qui sont restés, on est déjà tellement dilué, mais ça va continuer, hein, ça va être dilué peut-être d'encore de 50 ou 80%, hein, ce serait pas étonnant, pour peut-être survivre et essayer de rester en vie. Mais là, malheureusement, espérer un retour très haut, un miracle sur l'annonce du 19, toujours peut-être une possibilité, mais elle est extrêmement faible, hein. On est plutôt assez inquiet. Voilà donc pour l'agenda avec les annonces. On a BIC aujourd'hui, hein, qui donne 1,40 € de dividendes. Et mercredi, on a Raspi qui donne 25 centimes. On va regarder les matières premières avec le pétrole, le Brent, qui remonte un peu, hein, on le savait, 70 c'était un peu bas. On fait un petit rebond. On est toujours, hein, dans cette phase un peu sur le bas avec la baisse le ralentissement de l'économie. Donc ce qu'on attend, c'est une petite relance pour avoir un rebond du pétrole, un pétrole plus cher, les pétrolières qui elles aussi récupèrent des marges plus importantes et peut-être jouer Total ou Esso. C'est ces deux valeurs qui sont super intéressantes à la fois fondamentalement et techniquement, hein, sur des niveaux de consolidation depuis déjà plusieurs semaines. On attend juste le détonateur, le déclencheur qui va refaire partir le pétrole et avec lui pas mal de pétrolières qui sont plutôt en forme, dont Total et Esso, hein, notamment. Le cuivre qui continue, hein, on est pas mal sur le cuivre. On est en train de faire ce W, hein, qu'on avait noté depuis le début septembre. Il n'y a plus qu'à casser maintenant. Qu'à casser quoi, les 4,33, hein, on est sur les 4,28. Donc il manque pas grand chose. On revient sur la moyenne à 200. On a déjà cassé cette oblique de correction. Donc on a stoppé la chute sur le cuivre. Là aussi, le cuivre il sera aidé avec une reprise du marché, de la croissance, de l'immobilier et de la construction également, hein, parce que c'est un matériau dont on a besoin notamment pour les nouvelles constructions, mais également pour tout ce qui est un peu électrification, pas seulement les logements, les industries aussi. Donc oui, on a un cuivre sur des points bas économiques, donc lui aussi il est sur des points bas. Finalement, on n'est pas sur un niveau catastrophique sur le cuivre, hein, parce que on a eu une hausse notamment au printemps, mais on le voit au-dessus d'un niveau qu'on a connu au printemps, au début d'année, à la fin d'année 2023, voire même à l'été 2023. Donc on est déjà au-dessus de ces niveaux-là sur le cuivre. Donc on est déjà, je pense, en phase de retournement et de progression. On vise vraiment le plus haut sur le cuivre avec une tension sur les prix qui est continuelle parce que la production est pas suffisante pour la demande. Et là, la demande, elle est actuellement basse. Donc, c'est normal qu'on ait un cuivre bas. Le jour où la demande repart, le cuivre, il sera certainement sur des niveaux super élevés, peut-être sur la visibilité qu'on avait assez favorable au printemps dernier, à savoir ce niveau-là, ce qui fait quand même une augmentation de 20%, mais
ce sera du moyen terme, je pense, parce que ces niveaux-là, ils sont appelés à être dépassés, hein, pour moi. Le jus d'orange qui progresse toujours un petit peu, hein. Aujourd'hui, on a corrigé dernièrement, mais on le voit dans cette phase de progression avec la résistance qui est en train de devenir support. On est en train de la jouer. Aujourd'hui, ça monte un petit peu, donc toujours plutôt favorable sur le jus d'orange. On n'a pas de signaux qui nous disent de partir pour le moment, donc haussier a priori sur le jus d'orange. L'or qui a fait un nouveau plus haut en séance. Là aussi, plutôt haussier. Alors à court terme, ça peut varier un petit peu, mais on est toujours, hein, dans ce contexte d'achat d'or un peu important de la part des États, des banques et de valeurs refuge. Donc pour le moment, hein, ce qu'on avait dit au début de l'année, 2024 sera l'année de l'or. On arrive en septembre. On verra à la fin de l'année où on en est pour peut-être avoir la visibilité sur 2025, mais a priori, la fin d'année 2024 sera toujours plutôt positive. Donc il nous reste encore deux bons mois, a priori, voire 3, pour le métal précieux. Et puis l'argent, pas mal l'argent, parce qu'il est allé chercher son troisième point d'impact, hein. Le premier ici fin mai, le deuxième mi-juillet, et le troisième entre hier et aujourd'hui. On va zoomer, on voit qu'on l'a dépassé un petit peu, hein, sur le corps, sur la mèche, et pour l'instant on ne le tient pas, mais ce qui va se passer ces prochains jours, est-ce qu'on va réattaquer tout de suite et confirmer la sortie de l'argent, ou alors repartir un peu vers le bas, ça va durer des jours, ça va durer des semaines, et on va repartir très probablement vers le haut. L'argent aussi est appelé à casser vers le haut. Maintenant, ce qu'on surveille, c'est le court terme. Est-ce qu'on va l'avoir cette semaine, la semaine prochaine, ou peut-être dans un mois? C'est ça probablement que joue l'argent dans ces prochaines heures. Et puis le blé qui est en train enfin d'arrêter sa chute. On le voit, on avait noté ce niveau, hein, sur le blé des 577, notamment le plus bas du 11 mars 2024, sur lequel on avait rebondi le 26 juin et qu'on avait cassé le 12 juillet, qui avait fait ensuite résistance au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre, et là on le casse, notamment vendredi 13, hein, la semaine dernière. Là on revient dessus, donc on va le travailler a priori pour essayer de le tenir et donc de repartir, hein, sur cette base-là, sur un support. Donc le blé, on peut raisonnablement penser que la longue chute, hein, la longue baisse du prix du blé, notamment qui avait explosé avec la guerre en Ukraine, arrive à sa fin. Donc on pourrait retrouver maintenant un réajustement du blé à la hausse, avec ça va impliquer également une volatilité, hein, avec des plus hauts peut-être un peu surévalués et puis des retours un peu plus bas, mais dans l'ensemble on va certainement avoir un retour, hein, du blé vers des niveaux un peu plus chers. Et alors, ouais, les indices, on peut les faire rapidement, mais il n'y a pas grand-chose de capital. Au niveau de la Chine, bah, c'était fermé, je crois, aujourd'hui et demain en Chine. Là, c'était quoi, lundi 16. Non, c'est fermé demain, donc, sur la Chine. Rien de nouveau. On est toujours sur des points bas. Il faut attendre un mouvement un peu plus fort sur les actions chinoises et sur le marché chinois. Le Dow a marqué un plus haut en séance. Là, c'est la journée d'hier, mais aujourd'hui, on était un petit peu plus haut, hein. Donc, on est en train de travailler aussi ce point haut, à savoir est-ce qu'on va réussir à le casser ou si c'est une nouvelle résistance. Bah, ce qu'on pourra avoir, c'est la réaction du marché, notamment mercredi. Alors, peut-être plus jeudi, parce que mercredi, ça va être assez volatile entre 20h et 22h, notamment aux États-Unis, avec l'annonce de la baisse et l'amplitude de la baisse et le discours sur la visibilité prochaine des marchés. Jeudi, on va voir l'ajustement et puis la tendance qui va se dessiner enfin sur les marchés. Donc, très probablement, ces niveaux-là, intéressants à acheter ou à vendre, parce que on va impliquer mercredi une volatilité importante. C'est-à-dire qu'on devrait peut-être lancer un nouveau plus haut et une nouvelle séquence sur le Dow Jones, parce que ça coïncide techniquement et fondamentalement avec des données qui vont être annoncées, ou alors un retour vers le bas. Mais dans les deux cas, je pense qu'on va avoir
une amplitude importante à partir de mercredi et qui devrait se propager pendant plusieurs jours. Donc ça peut être intéressant hein, de jouer ça dans un sens ou dans l'autre, on le verra, ou même, alors certains tentent les deux, c'est-à-dire qu'ils prennent des positions à la fois à la hausse et à la baisse, ils mettent des... Alors le, le truc c'est de mettre des stops pas trop courts forcément, mais de mettre des stops à la fois sur les deux positions, qui va invalider une position une fois la tendance passée. C'est-à-dire que, en gros, on prend les 41 376 hein, d'achat autour de mercredi, on dit que ce mercredi ça bouge pas, on se met, alors on va dire, là c'est le risque, forcément c'est la volatilité, mais on va dire, allez, on se met 0,8% par exemple, ou un peu plus, un peu moins, de stop pour la position baissière. On se met un stop de moins 0,8 pour la position haussière. Et une fois que le cours va aller chercher une de ces positions, il y a une partie qui va être clôturée et on va jouer le reste. C'est-à-dire que quand la tendance va se continuer, normalement, vous aurez perdu une position et vous serez encore dessus sur l'autre avec une amplitude intéressante à jouer. Alors le risque, c'est quoi? C'est la volatilité, c'est-à-dire qu'on aille rapidement au-dessus et en dessous et qu'on déclenche les deux stops. Ou alors qu'on déclenche le mauvais, c'est-à-dire qu'on aille chercher les moins 0,8 et que finalement on descende après ou inversement. Donc c'est ça qu'on peut jouer généralement quand il y a des annonces, quand on est sur des niveaux pivots et qu'on voit pas trop la stratégie ou le sens qui va être donné. C'est des stratégies qui existent. Et enfin, on va faire alors le CAC 40 avec le CAC 40 qui perd 0,2%, mais qui fait pas grand-chose. Et j'aime bien, moi, déjà cette sortie de canal, le rebond technique sur résistance, échec, petit gap baissier, puis baisse de la volatilité. Là, on le voit, il n'y a plus rien. Hein. Hop. On est vraiment dans un niveau de très faible volatilité. Et là aussi, c'est peut-être l'annonce de mercredi qui va nous sortir fortement dans un sens ou dans l'autre pour nous donner un peu la tendance. Donc a priori, c'est un peu compliqué quand même d'anticiper à ce stade les marchés, mais on verra surtout les discours, hein, puis les prévisions. Alors Unibail plus 1,2, on l'a dit, hein, Unibail c'était une des plus intéressantes en ce moment sur le marché, avec une tendance plutôt favorable pour aller chercher sa résistance à 83, 82, 96. Ça continue de monter gentiment sur Unibail, donc toujours favorable. Rien à dire. On va juste voir Bouygues. Ouais, Bouygues, petit rebond, mais on est toujours dans ce range hein, sur Bouygues, donc pas de grosses nouvelles. Peut-être à surveiller aussi hein, dans le secteur de la construction. Il y a Serge Ferrari aussi, ça peut être des valeurs intéressantes. Et puis les techniques, hein, technologiques et semi hein, qui ont toujours du mal. STM, on en a parlé, ça fait partie des plus faibles. Donc comme le rebond se fait attendre toujours sur ces niveaux-là, bah, c'est les plus faibles qui sont vendus en premier. Et donc STM qui continue hein, sa purge vers le bas. Dassault Systèmes, c'est pas très pertinent. On va voir juste quelques valeurs qui ont bien bougé aujourd'hui, notamment Rexel. Alors pourquoi Rexel? Boum. Alors ce gap-là, il n'existe plus, il a été comblé. Par contre, on en a créé un autre ici. Et un beau. Hein. Il est joli celui-là. Il a fait 9%. Et on a ouvert à plus 13%. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et alors pourquoi ça a explosé sur Excel? Il y a une offre de QXO notamment qui a proposé donc un rachat de Rexel à un niveau de valorisation. Alors j'ai plus le montant, je l'ai pas noté, j'ai noté juste le rapport hein, que ça implique sur l'action, c'est plus marquant. C'est 28,40 €. Donc ça valorise le capital à environ à X milliards et ça amène donc les actions ici à 28,40. Donc ici, sur les plus hauts historiques du mois de mai.
Et pourquoi ça monte? Parce que ça a été refusé, hein. Rexel, ça les intéresse pas. Ils ont toujours confiance dans l'avenir et ils pensent certainement aller plus haut à moyen terme. Donc, le marché l'a plutôt acheté, plutôt trouvé ça intéressant. Maintenant, ça a été quand même vendu durant la journée. On est passé de plus 13 à plus 9. Pas catastrophique parce que la taille du gap, elle est quand même super importante. Et il existe toujours. Si on se maintient sur ces niveaux-là ces prochains jours, c'est quand même un signal intéressant du marché. Et puis on a retrouvé notre canal haussier hein, qu'on avait déjà un peu enfoncé dernièrement, notamment fin d'année 2023. Et là c'est pareil, on l'avait un peu enfoncé, et boum, on repart sans avoir eu le temps finalement de dégrader un peu trop la tendance, hein. Donc on est toujours dans ce canal à surveiller. La réaction demain, est-ce qu'on tient les 25 ou est-ce qu'on commence à entamer le gap? Si c'est ça, ce sera pas forcément très bien. Si on se maintient, alors ça pourrait être intéressant hein, que Rexel se relance. Là aussi, Rexel hein, dans l'électrification notamment, donc c'est un secteur avec la construction qu'on va surveiller et qui devra repartir et apporter de la croissance. Mais pour l'instant, on n'a pas trop de chiffres qui vont dans ce sens. C'est pour ça notamment qu'on est assez baissier depuis quelques semaines. Et puis enfin, dans le secteur santé, on a Ipsen. Ipsen qui a pris 3% 78 aujourd'hui, qui a pris un peu plus en cours de séance parce que on a pris quasiment 6% en séance. Alors Ipsen, il y a une phase 3 qui s'est révélée positive, notamment dans le cancer du pancréas, avec 60 à 77% de réduction du risque, notamment sur leur traitement, donc plutôt intéressant. Alors quand on a des, des actions comme ça de valeur santé qui annoncent des bonnes nouvelles, c'est souvent très fort avec une grosse volatilité. Là, on a des volumes qui sont à peu près 2 fois supérieurs au volume précédent. On aurait pu espérer mieux. On fait un petit gap. Alors, on fait un gap, mais il est petit. Et puis derrière, on fait une mèche haute. On n'arrive pas véritablement à partir. Euh, pour une annonce a priori plutôt bonne, ça mériterait peut-être mieux. Ce qu'on va regarder, c'est ce qui s'est passé ces dernières semaines. On est plutôt en train de jouer quand même la reprise hein, sur Ipsen avec la grosse conso qui s'est fait dernièrement. Et puis là, on revient sur les moyennes autour des 110. Donc, a priori, on irait plutôt vers le haut, mais l'impact qu'a eu la nouvelle et le marché, ce qu'a joué le marché, est pour moi pas assez fort pour lancer une séquence court terme momentum très importante sur le titre. Ça manque un peu de peps malheureusement. Il y aura d'autres valeurs, d'autres annonces de thérapie d'Ipsen. Alors, peut-être une petite progression quand même. C'est pareil, c'est toujours les chandeliers du lendemain et du surlendemain qui vont confirmer un peu la suite et la tendance, à savoir est-ce qu'on garde le gap ici où on va plutôt vers le haut et là on pourrait peut-être s'investir finalement sur Ipsen. Et on va regarder alors les valeurs notamment euh, les valeurs un peu spéculatives qu'on avait jouées, elles sont toujours en cours. Il y a pas trop de gros changements, notamment sur Clarkson, qui est toujours sur son support autour des 1,40. Donc ça fait rien, on garde, on attend que ça explose. Equinox, ça va plutôt bien, hein. Equinox, on a eu une belle explosion. Et puis derrière, de la volatilité, beaucoup de volume. On est en train de travailler la première zone ici sur la moyenne à 200. On espère aller sur les 4,35. Donc c'est ce qu'on jouait sur Equinox avec une progression d'environ 13%, mais surtout le but c'est de dépasser surtout les 4,35 et peut-être d'aller encore plus haut. Donc là on est dans une zone à forte volatilité, c'est intéressant, ça va se recalmer peut-être bientôt, mais repartir. C'est les mouvements qu'on espérait, donc attendre encore d'aller chercher plus haut avant de peut-être mettre des stops ou des prises de profit sur cette valeur-là. Sur Pfizer, ça peine à démarrer, mais on est quand même plutôt bien orienté quand même sur Pfizer, hein, une ligne intéressante parce que la zone autour des 29-30 est en train d'être jouée et d'être dépassée. Et au niveau de ce qui a du mal, alors
secteur technologique, on a ARM, mais bon, on avait parlé de cette zone à 149. Pour l'instant, c'est un échec. Euh, c'est la force de cet échec qui va nous en dire plus sur ARM, à savoir euh, qu'est-ce qu'on rend? Est-ce qu'on rend pas grand-chose et qu'on rattaque? Ou est-ce qu'on rend un peu trop et qu'on n'y arrive pas? Moi, je suis plutôt positif sur ARM. Je préfère rester. C'est toujours un leader de secteur qui a un peu la main mise sur beaucoup de contrats, de pièces sur les téléphones portables notamment, et qui s'investit plus dans les data centers aussi en ce moment. Donc, plutôt positif pour la suite. Et oui, donc pourquoi le Nasdaq a du mal aujourd'hui? Bah, c'est notamment Apple qui tire un peu tout le Nasdaq vers le bas avec les sorties de nouvel iPhone qui se révèlent finalement un peu moyennes, hein. Donc c'est ce qu'on disait la dernière fois. Euh, Manque d'innovation un petit peu, même si les services ont aidé beaucoup dernièrement Apple. L'innovation, avant, c'était un peu la marque de fabrique d'Apple. Il faut en faire plus et on a du mal dernièrement à sortir des choses qui vont véritablement changer un peu les habitudes des gens. Donc pour l'instant, pas terrible sur Apple, qui nous fait un petit gap baissier qui revient sous les 220. Juste une dernière chose, on va finir avec Microsoft, c'est la valeur à suivre parce qu'on est en train de travailler les 429. Donc à suivre ces prochains jours, peut-être un signal d'achat à jouer très prochainement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à me donner votre avis sur les actions, sur les marchés, les données économiques, et on en discutera ici en graphe ou en commentaire. Bon trade, à plus!